Alors, si je cause moi, il faut que je me mette où pour causer? Près de la caméra. Sur l'estrade. À l'estrade. Voilà, voilà. S'il vous plaît, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir répondu à la proposition que fait le diocèse de Langres d'une soirée de réflexion autour de l'interruption volontaire de grossesse. Nous nous apercevons qu'il y a certains sujets qui sont devenus tabous. C'est-à-dire que dès que vous voulez en parler, immédiatement, des personnes de bonne intention vous disent qu'il ne faut surtout pas en parler. Chacun reste à ce moment-là sur son quant à soi et pense d'ailleurs que tout le monde forcément partage ses propres idées et ça lui paraît tellement évident que il n'est plus besoin de parler. Et le tabou entretient le tabou. Or, nous savons très bien que dans l'Église, comme dans toute la société, les opinions peuvent être très diverses, les manières de faire diverses. Et il nous a semblé important que sur ce sujet particulier de l'interruption volontaire de grossesse, nous puissions débattre. Parce que c'est dans le débat que se permettent des éclaircissements et que l'on peut saisir tous les enjeux d'un sujet. Très souvent, il y a des positionnements idéologiques un peu brutaux qui finalement ne permettent pas une véritable discussion. De la discussion vient la lumière, dit l'adage. Il y a plusieurs sujets qui pourraient être abordés. Et j'aimerais d'ailleurs que dans les années à venir, nous puissions avoir de ces débats réguliers sur ces sujets. Par exemple, lorsque nous avons commencé à avoir des affaires de mœurs qui sortaient petit à petit dans l'Église, il m'a paru important que dans les paroisses, l'on en parle. Et j'ai dû prendre mon bâton de pèlerin pour faire le tour des paroisses où l'on avait bien voulu m'inviter, pour pouvoir amorcer des débats. Ce qui prouve d'ailleurs, je précise, où l'on avait bien voulu m'inviter, parce que je me rends compte que dans certaines paroisses, où le curé ou l'équipe de coordination paroissiale sont très frileux de devoir aborder tel ou tel sujet. Voilà pourquoi, à propos de ce sujet grave qu'est l'avortement, il m'a paru utile que ce soit le diocèse qui organise, et pour qu'il puisse y avoir le maximum de monde qui puisse le suivre, nous avons décidé de vivre cette rencontre en triplex, puisque la rencontre principale a lieu ici, à Chaumont, mais il y a à Langres et à Saint-Dizier des personnes qui vous regardent et qui vous entendent et qui vont éventuellement pouvoir participer, sachant que pour le dialogue, nous préférons, pour éviter qu'il n'y ait trop d'impromptu, faire ça par un moyen écrit normalement, mais le père Stéphane Bredelet vous donnera tout à l'heure les consignes. Je remercie les 4 intervenants qui ont accepté d'apporter leur opinion, leur témoignage, leurs convictions. Alors, nous avons choisi 2 femmes et 2 hommes. Alors, je commence par galanterie par les femmes. Donc, 2 professionnels de la santé, une en activité et l'autre en retraite, c'est ça ? En activité conseillère conjugale et familiale. Ah, c'est bien, voilà. Donc, nous avons Madame Préti-Monsu, qui est à l'heure actuelle maïoticienne. Sage-femme, oui, c'est ça comme on dit en bon français, d'accord, oui, à l'hôpital de Chaumont. Et donc, Chantal Marinthe, qui vient de vous dire qu'elle était
conseillère conjugale familiale à Saint-Dizier. Deux hommes, le docteur Jacques Berger, obstétricien, en retraite, encore avec quelques activités, je veux dire. Malheureusement pour la naissance, oui. Mais toujours en activité pour la gynécologie. Voilà, c'est ça. Donc qui continue en gynécologie. Et puis l'abbé Sébastien Clam, prêtre du diocèse de Metz, vicaire général même du diocèse de Metz, que j'ai connu pour avoir collaboré avec lui il y a quelques années, et c'est qui a du coup accepté de faire le voyage depuis Metz pour pouvoir participer à cette rencontre. Immédiatement, je passe la parole à l'abbé Stéphane Grelier, qui sera l'animateur de notre soirée. Bonne rencontre. Merci. Merci. On vous laisse vous installer, si vous voulez bien, dans l'ordre qui vous convient. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour ce débat souhaité sur l'interruption volontaire de grossesse. Depuis 6 mois, elle est inscrite dans la Constitution française, enfin le droit en est garanti par la Constitution française. Donc ça c'est intervenu en mars 2024, environ donc 50 ans après la création, en tout cas la loi qui dépénalisait l'avortement en France, la loi Veil, en 1975. Et puis donc, moi à l'époque j'avais trouvé intéressant une certaine, comment dire, concomitance de faits, puisque on a parlé de mars 2024, mais en janvier, je vous rappelle qu'en janvier 2024, suite à 2 années assez catastrophiques en termes de natalité en France, notre président avait prôné un réarmement démographique. Voilà. Et donc, comment ces choses-là peuvent se tenir l'une l'autre? Entre avancée du droit des femmes à disposer de leur corps et promotion, protection de la vie dès ses premiers instants. Désir de maîtriser sa vie et puis désir de donner la vie. Alors voilà, chers intervenants, nous avons un peu mis quelques questions qui pouvaient justement lancer un peu le débat. Alors, vous pouvez y répondre ou pas, à votre choix. Chacun prendra un petit peu de temps pour parler de son côté, et puis ensuite on lancera un peu les choses dans une forme de débat, notamment avec des questions venant de la salle qu'on essaiera de synthétiser pour ne pas en avoir beaucoup, mais d'en avoir des bonnes. Non pas que forcément elles soient mauvaises au départ. Mais voilà. Alors, quelles implications, selon vous, selon chacun d'entre vous, de l'entrée de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française? Quelle évolution de la loi et quelles sont leurs conséquences? Une deuxième question, qu'est-ce qui peut entraîner le recours à l'interruption volontaire de grossesse ou le refus à ce recours, d'après votre expérience notamment? On parle dans la loi d'origine de consentement éclairé. Pouvez-vous peut-être nous rappeler quel est l'accompagnement des personnes, des proches dans cette démarche? Comment cela est prévu? Comment cela est vécu? Parce que peut-être il peut y avoir quelques différences. Et puis enfin, il y a la question de la liberté. Comment la liberté de chacun, des praticiens, des personnes qui demandent à vivre cela, eh bien, comment cette liberté est-elle vécue, engagée, discernée? Donc je vous laisse la parole. Je ne sais pas si on commence d'un côté ou on termine de l'autre. Voilà, eh bien voilà. Je laisse le micro. À participer à ce débat sur un sujet qui fait beaucoup parler, surtout depuis début 2024. Alors moi je suis sage-femme depuis 2010, après 5 années d'études à l'école de Nancy. Et en 2015 j'ai eu un diplôme d'échographie gynécologique et obstétricale. J'ai exercé à la maternité à Chaumont et depuis 2020 je suis en cabinet en libéral à Chaumont. Moi je vais vous parler un petit peu de ma pratique quotidienne. Depuis 2016, les
sages-femmes, nous, on a le droit de pratiquer les IVG. Et avant cette date, on avait besoin de la prescription d'un médecin. Et la majorité des IVG se faisait en milieu hospitalier. Donc pendant tout mon parcours professionnel, en tant qu'étudiante et en tant que jeune sage-femme, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'accompagner les femmes concernées, principalement d'hospitalisation. Donc à entendre leurs histoires, les raisons, les différentes raisons, tout ça. L'année dernière, j'ai suivi une formation pour pouvoir pratiquer les IVG en ville, c'est-à-dire hors du milieu hospitalier. Donc cette formation a été faite suite à une demande que j'avais de la part des patientes, ainsi que de la part de la maternité de l'hôpital de Chaumont, qui se trouve un peu en difficulté pour pratiquer les IVG parce qu'on a de moins en moins de praticiens qui le font à l'hôpital. Comment cela se passe en pratique? Donc moi, quand j'ai une patiente qui me demande, qui souhaite interrompre sa grossesse, donc je reçois d'abord la patiente en consultation. Donc on discute, j'écoute son histoire, bien sûr les raisons qui m'ont poussé à faire cette démarche. Je suis très souvent confrontée à des femmes qui sont dans une situation de détresse, donc notamment violence conjugale, familiale, précarité, problèmes financiers, professionnels, et puis bien sûr le Covid n'a pas arrangé les choses, ou tout simplement un accident de contraception. Donc on parle beaucoup de contraception aussi dès la première consultation. Je propose systématiquement à toute patiente que je vois un entretien avec une psychologue. Alors sur Chaumont, on avait une conseillère conjugale à l'hôpital qui n'exerce plus à Chaumont. Donc c'est la psychologue de l'unité de psychologique de l'hôpital qui accepte de recevoir ses patientes. Donc, et aussi l'entretien est obligatoire pour les mineurs. Donc, Chantal vous expliquera un peu plus comment se déroulent ces entretiens. Alors, après, lors de la première consultation, après avoir discuté et entendu la patiente, je réalise une échographie donc, qui permet de localiser la grossesse. C'est-à-dire que vérifier si elle évolue bien dans l'utérus. Et aussi de dater, parce que la date de la grossesse, le terme de la grossesse, ça reste quand même un élément clé dans la prise en charge de l'interruption de grossesse. Et en fonction de l'âge de la grossesse, bien sûr, le protocole médicament n'est pas le même. J'explique à la patiente le déroulé de l'acte, si elle préfère que ça soit fait à domicile, à l'hôpital, par voie médicamenteuse, par voie chirurgicale. J'explique un petit peu les possibilités. Je laisse toujours un temps de réflexion à la patiente. Je la revois après, je lui laisse le temps de décider ce qu'elle veut. Même si le délai de réflexion a été supprimé depuis 2022. Je remets aussi un dossier guide, où il y a un peu les différentes étapes, les effets secondaires qui peuvent arriver suite aux médicaments, les différentes contraceptions, les numéros utiles qu'elle peut appeler en cas de question, et bien sûr en fonction aussi du degré de la demande, voir aussi comment on peut l'aider, parce que effectivement une IVG en soi ne résoudra pas tous ces problèmes. Je la revois bien sûr un autre jour en consultation et c'est là qu'elle me confirme sa demande ou pas. Et bien sûr, si elle souhaite interrompre sa grossesse, elle signe une feuille de consentement éclairé. En ce qui concerne les mineurs, j'ai pas l'occasion d'en voir, d'en accompagner en libéral, mais elles doivent être accompagnées d'un majeur, de leur choix. Donc c'est pas forcément les parents. Elles sont pas obligées de prévenir les parents, donc ils voient beaucoup de mineurs. Voilà. Et l'anonymat bien sûr est possible. Donc même si... alors l'anonymat, c'est-à-dire que la prise en charge au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la capitale, tout ça, ça apparaîtra pas, les parents ne le sont pas au courant. Voilà.
et c'est possible aussi chez les majeurs s'ils le souhaitent. Voilà. Alors, en ce qui concerne les mineurs, moi je conseille vivement d'en parler à un parent, pardon. Et c'est là où on se rend compte que des fois le dialogue est vraiment très difficile dans certaines familles. C'est un sujet quand même assez tabou, la sexualité, et c'est aussi un frein à la contraception chez certaines mineurs. En ce qui concerne l'IVG qui est réalisé à domicile, donc il y a un contrôle médical, 3 à 4 semaines après la prise de médicaments. Et c'est aussi là un moment d'échange avec la patiente où on revient sur son vécu, sur ce qu'elle a ressenti, et ce qui ressort souvent c'est un sentiment de tristesse et culpabilité, et souvent c'est aussi là que je vous propose un suivi avec une psychologue. Donc mon rôle en tant que sage-femme est d'accompagner et conseiller les patientes. J'essaie de proposer des solutions alternatives. Donc pour finir, le cadre légal de l'IVG, voilà, même s'il nous bouscule un peu dans nos croyances, même s'il est discutable, voilà, ça change, pour moi ça n'a rien changé à ma pratique quotidienne, le fait que ça soit inscrit dans la Constitution. Et donc voilà, je laisse la parole à votre collègue, et puis je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez. Donc je vais poursuivre. Alors d'abord je remercie. Plus près du micro, voilà. D'abord je vous remercie Monseigneur de m'avoir invité à cette conférence, débat sur l'IVG. Alors je me représente, je suis gynécologue obstétricien, je suis à la retraite administrative, mais toujours j'exerce mon métier à Paris, dans un centre social et à Chaumont. Je suis catholique pratiquant, fier de l'être, et je crois, comme Einstein, que rien ne vient de rien. Et d'autre part, j'ai la foi, j'ai le bonheur d'avoir la foi et de penser que Dieu est amour. Je ne vais pas aller plus loin. Mes convictions personnelles ne s'opposent pas à la liberté de la femme. Je suis clairement pour le respect total de sa liberté, car c'est son intimité et sa dignité. Il faut être très clair là-dessus. Et d'ailleurs, je me pose la question de quel droit un médecin pourrait-il essayer ou tenter d'entraver cette liberté. Ce préambule étant posé, l'IVG mérite d'être débattue car elle s'incorpore dans un flou social. Le médecin, la sage-femme et le personnel qui sont amenés à s'occuper de ces personnes peuvent-ils refuser pour eux-mêmes, en raison de leurs convictions morales, sentimentales ou religieuses, la réalisation de l'acte? Là se trouvent confrontées deux libertés qui s'opposent lorsque l'acteur du geste n'est pas d'accord pour le réaliser. Alors, je fais deux parties. Que dit la loi concernant la femme? Bon, je n'ai pas une compétence juridique, mais chacun sait que la loi Veil du 17 janvier 1975, il y a maintenant 50 ans, un demi-siècle, a dépénalisé l'IVG. Depuis, elle a évolué. Elle a été dénudée de tous ses garde-fous. Comme l'a dit Préti, suppression du délai de réflexion, non-obligation, sauf pour les mineurs, d'entretien avec une psychologue, gratuité, etc. Cette liberté est devenue quasiment absolue. Sauf lorsqu'elle dépasse 14 semaines. Donc cette loi qui existe maintenant, je viens de le rappeler depuis un demi-siècle, est entrée dans la Constitution, achevant un long parcours pour garantir cette liberté et lui donner un caractère universel. En fait, c'est à la suite des événements survenus aux États-Unis, où certains États ont promulgué des lois interdisant l'IVG, que la France a décidé de la constitutionnaliser. En effet, un Parlement ne peut modifier une valeur constitutionnelle. On peut se poser la question de savoir si cette loi, après 50 ans d'existence, avait vraiment besoin
de passer au Conseil constitutionnel. La France n'est pas les États-Unis d'Amérique. Et dans la pratique, elle est protégée par la loi et non remise en question. N'y aurait-il pas, alors c'est personnel, un narcissisme politique pour être les premiers au monde à l'avoir constitutionnalisé? Alors, à mon sens, la vraie question pour garantir l'accès libre à l'IVG revient à l'État. Ce sont des contraintes matérielles et humaines, on a rappelé tout à l'heure la difficulté des médecins, comme le nombre insuffisant aussi des centres dans certaines régions humaines, et humaines par manque de médecins ou de sages-femmes pour réaliser l'acte. Que fait l'État lorsque les structures manquent pour accueillir ces femmes? Ou que les délais sont si longs que la femme est obligée de renoncer? La solution pour certains politiques serait de rendre obligatoire la pratique de l'IVG par les gynécologues et les sages-femmes dans un rapport contractuel avec l'établissement hospitalier, faisant fi de la clause de conscience. Donc, je vais vous parler maintenant de ce que dit la loi pour le corps médical. Le Conseil de l'ordre des médecins garantit cette liberté. C'est l'article 18 du Code de déontologie qui dit « Un médecin ne peut pratiquer une IVG que dans les cas et les conditions prévues dans la loi. Il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressé dans les conditions et délais prévus par la loi. » On peut rappeler aussi l'historique de la clause de conscience avec, on monte loin, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 aux Nations Unies, qui a une valeur déclarative et non coercitive. La Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Vous savez, c'est tout un chapitre très important. Elle se réfère à la déclaration précédemment citée de 1948. Et dans son article 9, cette Convention européenne, elle dit, dans son article intitulé « Liberté de pensée, de conscience et de religion », cette Convention dit « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Enfin, on peut citer le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966. Ce traité a été adopté par l'Assemblée des Nations Unies en 1966. Et dans son article 18, je ne vais pas vous le dire, il dit à peu près la même chose. Pour conclure sur ce point, je dirais que la loi ne supprime pas une liberté constitutionnelle au profit d'une autre. Les deux libertés doivent se concilier. Alors je termine, excusez-moi, je suis un petit peu trop long, par une réflexion personnelle sur la critique à l'entrave involontaire à l'IVG. L'État a créé en France, je le dis, les meilleures conditions pour respecter la liberté de la femme et lui permettre de recourir à l'IVG. Délai long, 14 semaines, plus d'un trimestre pour réfléchir. Suppression du délai de réflexion de 8 jours avant la demande. Suppression de l'obligation d'une consultation auprès d'un psychologue. Non-obligation de l'accord parental pour les mineurs à la vie. Et puis aussi, elle a créé des centres spécifiques d'orthogénie, de planning familial. Obligation pour chaque hôpital, savoir public, d'avoir un service d'orthogénie, avec l'impossibilité pour le chef de service de s'y opposer, même s'il est contre l'IVG. Et puis, enfin, mission accordée au privé. C'est ce que fait Prévy, qui élargit encore la possibilité de recourir à elle. Les obstacles pour la femme varient cependant d'une région à l'autre. Dans certaines villes, la demande dépasse parfois les moyens mis à la disposition par la femme. Les délais sont trop longs
et peuvent conduire au renoncement non consenti ou obliger la femme à réaliser l'IVG par voie instrumentale. Pour en discuter tout à l'heure, il y a un monde entre le fait de prendre 3 comprimés, le fait de se anesthésier et à subir une aspiration. On pourra en parler tout à l'heure. Alors, mais quelle est la responsabilité d'un médecin? C'est moi qui pose la question. Et du personnel médical qui font valoir la clause de conscience. C'est comme si on reprochait le manque de médecins gentilles aux médecins. Or, ce manque peut entraver la fermeture de services et une baisse de la qualité des soins. Vous avez des services d'urgence qui ferment, il n'y a pas de médecin. Est-ce que c'est la faute des médecins? Ce n'est pas la cause de conscience qui est à l'origine de ces dysfonctionnements. La prise en charge d'une telle substitution devrait être organisée par l'État dans la mesure où la clause de conscience spécifique à l'IVG est inscrite dans l'article L2212.8 du Code de santé publique. La clause de conscience est une liberté que l'État s'est engagé à protéger. La suppression de cette clause, proposée par certains députés, je ne citerai pas, serait une dérive totalitaire dont les conséquences seraient considérables. Voilà, je voulais donner l'opinion d'un médecin. Donc, merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde sur ce sujet difficile. Donc, d'où je parle? Donc, je suis conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Claire. L'association Claire est une association nationale au service des jeunes, des couples, des familles. Et nous avons une antenne départementale, nous sommes 4, 3 éducatrices à la vie et moi conseillère conjugale. Et nous avons une convention avec l'État et nous sommes reconnus EVARS, Espace Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle. Et les entretiens avant décision d'IVG font partie de cette convention. Donc moi je vais tenter de vous partager un peu de mon vécu de ces entretiens. Bien sûr, je reçois essentiellement des personnes mineures, puisque c'est obligatoire pour les personnes mineures. C'est obligatoire, certes, mais c'est d'abord un temps offert pour mettre des mots sur ce que la jeune fille vit et qu'elle puisse l'intégrer dans sa vie et poursuivre son chemin de vie sans traîner ça comme un boulet. Donc les personnes mineures sont le plus souvent accompagnées par leur mère. Très exceptionnellement, le compagnon est là. Donc dans un premier temps, j'écoute la jeune fille avec les accompagnants. Ça permet de mettre des mots sur la relation mère-fille, la confiance, le soutien. Certaines mères disent très clairement, quelle que soit ta décision, je serai là, avec donc beaucoup d'amour. Il arrive parfois que certaines mères évoquent l'IVG qu'elles ont vécu des années plus tôt, parfois au même âge que leur fille. Qu'est-ce que ça vient dire? Parfois plus récemment, avec l'impression d'avoir été contrainte par le mari, par la belle-mère, comme cette femme récemment, cette mère récemment qui en parlait dans les larmes. Donc à ce moment-là, c'est important de remettre chacun à sa place avec son propre vécu. La mère n'est pas la fille n'est pas la mère. Ça permet parfois aussi de mettre des mots sur la relation du couple parental, dire au pas ou pas au père de la fille. Et parfois c'est vraiment une histoire de femme, comme pour cette fille accompagnée par sa mère, sa sœur aînée, et il était vraiment hors de question d'en parler au père. Quand le compagnon est là, ce qui est rarissime, mais ça lui permet de dire son soutien, sa présence auprès de sa
compagne, les représentations autour de la vie de couple, autour de l'IVG. Voilà, c'est un temps où les choses se disent sur la relation et évidemment poser des questions, s'il y a des questions à poser pour les uns et les autres. Et ensuite, je reçois la jeune fille seule. Et là, pour moi, c'est très important d'être dans une écoute rigoureuse, dans le plus grand respect de sa décision, sur une ligne de crête, voilà, j'aime bien l'image de la ligne de crête, ni persuader, ni dissuader. Être à l'écoute de ce qu'elle vit, comment cette grossesse, cet événement, comment ça s'inscrit dans son histoire qui est unique, son histoire familiale, son histoire personnelle. Est-ce que ce que je vis, est-ce que je le choisis? Est-ce que c'est pas en réaction contre ou sous la pression d'eux? Donc, plus précisément, à certains moments, ensuite, est vraiment toujours aborder l'histoire de la contraception. Comment cette grossesse est arrivée. Alors, il peut s'agir de rupture de préservatif, d'oubli de pilule ou de pas de contraception du tout, ou des méthodes naturelles mal utilisées. C'est aussi parfois l'occasion, évidemment, d'expliquer la contraception, mais aussi parfois de réexpliquer la physiologie. Certaines jeunes filles sont vraiment parfois ignorantes de ce qui se passe dans leur corps. On peut se poser la question chez les mineurs, est-ce que c'est pas parfois de façon plus ou moins inconsciente de vérifier la fertilité? J'ai noté plus d'une fois le nombre d'IVG chez des jeunes filles rêvant de travailler dans la petite enfance ou rêvant vraiment d'être maman. Et ça permet à l'ambivalence aussi de se dire à la fois je veux, à la fois je ne veux pas. J'ai pu noter parfois quand même presque une certaine fierté de dire je peux être maman. Peut s'interroger, certains s'interrogent aussi pour est-ce que ce serait un rituel pour quitter l'enfance, entrer dans le monde adulte comme l'est la sexualité. Après, vient aussi des mots sur l'histoire du couple. Pour la jeune fille mineure, elle a conscience qu'elle ne peut pas s'engager dans une vie de couple dans la durée de son jeune âge et que, bien sûr, elle a une vie de couple, des relations amoureuses, des relations sexuelles qui peuvent la rassurer, l'aider à vivre. Parfois, quand les parents sont séparés et que c'est encore très conflictuel, une jeune fille récemment en parlait encore dans les larmes. Mais les jeunes filles, leur priorité très clairement, ce sont leurs études, la préparation de leur vie professionnelle. Pour un couple majeur, là c'est différent. Récemment, j'ai reçu un jeune couple sans enfant, tous les deux avec une situation professionnelle. Et après, la joie de l'annonce, ça a été la panique chez l'homme. Elle dit il a vrillé, jusqu'à demander une IVG. Donc là, il y a eu un temps d'écoute de la vie du couple, de leur histoire personnelle, de leur histoire de couple, des représentations du couple, de la naissance de l'enfant, pour, au bout du compte, interroger la confiance de l'homme en son couple, la confiance de l'homme en lui. C'était un entretien très difficile pour les deux, particulièrement pour elle, qui voulait garder l'enfant, mais pas seule. On avait fixé un deuxième entretien, ils ne sont pas venus, ça m'a beaucoup interrogée. Mais j'ai reçu un texto 2 jours plus tard, m'annonçant qu'ils avaient décidé de garder la grossesse et on était heureux. Tout ça pour souligner que la confiance, moi j'ai noté, c'est souvent ce qui est questionné avec un couple majeur. La confiance en soi, la confiance en son couple, et effectivement, quelle confiance en quelle violence. La confiance en la vie. Bon, avec la jeune vient aussi la question de la relation à la famille, chez les mineurs en particulier. Quand elles souhaitent garder le secret par rapport aux parents, et qu'elles sont accompagnées donc par une personne majeure de leur choix,
j'ai fait réfléchir sur la conséquence de dire et de ne pas dire. Ne pas dire, ça va être beaucoup de mensonges, hein, autour des absences à l'école, autour... Enfin, qu'est-ce qui vaudrait mieux? Et c'est important, des fois je leur dis, est-ce que vous pensez que vos parents, vous sentant au bord de la noyade, vous mettraient la tête sous l'eau? Et parfois, on arrive à travailler sur comment le dire, un travail de visualisation, un peu de se préparer à dire. Après, c'est leur liberté de dire ou ne pas dire. Mais c'est important aussi qu'elles puissent comprendre le poids du secret au fil des mois, voire des années. Les filles dans la relation au père, souvent, elles ne veulent pas dire par peur de décevoir. Est-ce que c'est l'IVG qu'elle ne veut pas dire, ou le fait d'avoir une vie sexuelle et d'avoir une vie sexuelle qui pousse dans une vie d'adulte, et là, peut-être, elles sont encore dans une position d'enfant. Voilà, c'est chaque fois des cas singuliers. Et c'est important pour moi que les personnes puissent dire quelque chose de leurs émotions, de leurs souffrances, puissent mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Et qu'elles réalisent que la vie n'est pas un programme. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer, il y a des limites à l'entretien. Cet entretien, il est ponctuel, il n'y a pas de suite. Même si elles peuvent revenir, et ça je le dis, elles ne reviennent jamais, comme pour oublier. Exceptionnellement, ça peut être très difficile pour certaines filles qui ont beaucoup de mal à élaborer un entretien très limité, très pauvre, comme s'il ne se passait rien ou comme si c'était indicible. J'ai connu aussi de grandes difficultés avec une jeune fille mineure, étrangère, parlant très peu le français, violée lors de son périple vers la France. Nous avons communiqué avec des images émotionnelles. Elle était très triste de garder la grossesse, très triste de faire l'IVG. Je ne sais pas ce qu'elle aura fait, mais les éducateurs étaient très respectueux de sa décision. Je voudrais dire un mot de quand c'était obligatoire pour les majeurs. J'ai eu que l'expérience de quelques mois, puisque je suis conseillère conjugale depuis fin 2000. Les femmes, c'est vrai, elles arrivaient avec l'appréhension parce que c'était obligatoire, il fallait venir. Mais quand elles se sentaient accueillies, non jugées, qu'elles pouvaient se dire, prendre conscience de certaines choses, il y avait toujours à la fin un très grand merci. Quel sens ça avait? Dommage que cet espace-là ne soit plus offert aux femmes, comme si l'IVG n'était seulement qu'un acte médical. Est-ce que c'est vraiment une avancée pour les femmes? Est-ce que c'est moins traumatisant parce que plus banalisé, alors que ce n'est jamais banal? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de plus grande solitude pour les femmes, comme au temps des faiseuses d'anges? Que dire de la solitude des IVG à domicile? Ça me paraît important d'encourager, comme vous pouvez le faire, la personne à prendre le temps d'un entretien. Dans le texte, ce n'est pas forcément une psychologue, les conseillères conjugales et familiales sont citées. Alors, on sait que la douleur, elle peut durer. Nombre de psychothérapeutes disent que l'IVG y ressort après des années sur le divan, en fin de vie aussi parfois. Voilà, je suis chrétienne et comme avant tout entretien, je prie. Seigneur, aide-moi à accueillir cette personne comme toi tu le ferais. Bien sûr que je ne dis pas à la personne en fin d'entretien, il ne pêche plus. Mais j'aimerais qu'elle ait entendu à travers cet entretien, va et sois dans la vie. Voilà, on verra après les questions ensuite. Merci.
Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous. Merci Seigneur pour cette invitation à cette table ronde. Alors c'est vrai que parler d'IVG, ça a été rappelé, mais je le crois profondément, c'est parler de rencontres, de souffrances, de choix, toujours des situations particulières, de débats parfois passionnels, complexes, provoquants, dans le sens où justement le mot provoquer met en parole ou appelle la parole. Alors je vais vous faire une confidence. Je suis invité à cette table ronde, mais à vrai dire, je ne sais pas trop comment en parler, ou du moins quel regard dois-je apporter. Parce que ça a été rappelé en début de séance, c'est vrai que je suis prêtre, vicaire général, ce qu'on attend de moi, la parole de l'Église, ce que dit l'Église, le discours de l'Église sur le sujet. Mais je suis aussi prêtre, membre d'une équipe d'aumônerie, notamment au CHR de l'hôpital de Mercy, à Metz. Et donc, dans cette pratique de prêtre, membre d'une équipe d'aumônerie, il m'arrive évidemment de rencontrer des femmes qui demandent une interruption volontaire de grossesse ou qui ont vécu cette interruption volontaire de grossesse. Alors, voilà. Est-ce que c'est la parole de l'éthicien? Ma formation, c'est celle de l'éthique médicale. Est-ce que c'est donc la parole de l'éthicien que je dois prononcer ce soir? Je préside un comité d'éthique, je suis enseignant en éthique médicale à l'université depuis plus de 20 ans, notamment comme sage-femme, depuis 21 ans maintenant. Ou alors c'est tout simplement l'homme qui doit s'exprimer, parce que je reprends des mots de Terence, qui était un poète latin, qui disait « Je suis l'homme, et rien de ce qui est humain ne m'est indifférent ». Alors peut-être que dans les propos que je vais risquer dans ce soir, c'est un peu tout ça finalement qui va rejaillir d'une manière ou d'une autre. On l'a dit à l'instant, l'IVG fait débat. Et c'est vrai que ce débat, on en a encore entendu parler tout récemment, puisque d'un point de vue politique, on n'est pas sans savoir de un nouveau gouvernement, et l'ex-premier ministre disait dimanche dernier, ou appelait en tout cas le nouveau Premier ministre et son gouvernement à des garanties sur le droit à l'IVG. Donc il y a peut-être dans notre pays des craintes d'un retour en arrière. Bon. Et ce qui a été cité auparavant, notamment la remise en cause de l'arrêt historique par la Cour suprême des États-Unis, c'est peut-être ce petit moteur qui initie en tout cas ces craintes d'un retour en arrière. On connaît aussi en France un certain nombre de territoires où l'accès à l'IVG est de moins en moins possible. Peut-être aussi que les législations successives que l'on connaît, et peut-être même l'inscription de l'IVG dans la Constitution, entendent quelque part permettre l'accès de plus en plus à des personnes, quand bien même celles-ci se trouvent dans des situations ou dans des territoires où c'est difficile. Et puis peut-être qu'il y a aussi la crainte de remettre en cause ce rapport que l'on a à soi. Je fais ce que je veux, c'est mon corps m'appartient. C'est ce mot aussi qu'on retrouve parfois dans les manifestations, qui renvoie peut-être à ce qu'on pourrait appeler aussi une éthique minimale. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à soi qui est plus important finalement que le rapport où je prime sur le nous. Et d'ailleurs, ce qui s'enracine déjà dans une philosophie plus ancienne, John Stuart Mill, le philosophe au XIXe siècle, disait déjà, je cite, « Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain ». Des éléments que l'on retrouve évidemment encore aujourd'hui dans ce qui fait débat. Donc à travers ce débat de crainte et parfois de polémique aussi, c'est vrai, j'entends aussi les mots que le pape François vient de prononcer la semaine dernière à son retour d'Asie et d'Océanie. Il était dans l'avion le 14 septembre et il évoquait la question de l'interruption volontaire de grossesse. Je le cite, « Pratiquer un avortement, c'est tuer un être humain. Que cette parole te plaise ou non, c'est tuer. L'Église n'est pas fermée parce qu'elle ne permet pas l'avortement. L'Église ne permet pas l'avortement parce que c'est un meurtre, un assassinat. Et pour cela, nous devons donner des réponses claires. » C'est le pape qui parle. Peut-être que ces mots heurtent, peut-être qu'ils confortent aussi. Ça dépend où nous nous situons. J'entends et je respecte ceux qui peuvent être heurtés, ceux qui sont confortés dans leur position. Je vous disais à l'instant, en débutant, pour ma part, quand
parle d'IVG, pour moi, c'est d'abord évoquer les visages, et souvent c'est vrai, des souffrances que je perçois, que je rencontre. Ces visages, ces histoires de femmes qui disent cette souffrance, qui disent aussi parfois une culpabilité, qui disent que ce qui s'est passé suite à un choix posé n'est pas d'abord normal, c'est pas quelque chose d'habituel, mais exceptionnel au regard d'une situation qui a été estimée à ce moment-là complexe, difficile, peut-être même perdue. J'ai entendu ces femmes qui, pour chacune d'entre elles, avaient conscience de l'existence d'une loi morale, dira-t-on, une loi qui rappelle où se situe le bien, où se situe aussi le mal. Un bien qu'à un moment précis, elles n'ont peut-être pas su honorer, mais qu'elles estiment par ailleurs. Je réentends en même temps, on l'évoquait avant, Simone Veil, ces paroles qu'elle a prononcées le 26 novembre 1974 à la tribune de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas vous lire tout le discours, juste quelques mots. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Toute la difficulté d'un choix à poser. Un choix qui, dans les circonstances présentes, nécessite d'être travaillé, pensé, médité. Théologienne, Véronique Marron s'interrogeait dans l'un de ses ouvrages sur ses choix. Elle disait, y aura-t-il de bonnes décisions? Des décisions absolument, intégralement bonnes, bonnes pour toujours. Vous savez que le propre de l'éthicien, c'est pas forcément donner des réponses, mais c'est plus de poser des questions. Ça n'arrange pas, quoi. Mais c'est vrai. Est-ce que les décisions qui sont prises à un moment, qu'on estime être bonnes à ce moment-là, le sont toujours? Dans les rencontres que je peux faire, évidemment que l'on revient sur ces choix qui ont été posés, sur ces décisions qui étaient estimées bonnes à un moment donné. Alors dans ces rencontres, oui, j'essaie de relire avec les personnes ce qui a été réalisé en conscience, éclairer peut-être que les consciences. Le discours de l'Église, nous le connaissons, et les personnes rencontrées le connaissent également, du moins dans les grandes lignes. On peut rappeler les grands textes de Novité en 87, l'Évangile de la vie, l'Évangile de Novité en 95 de Jean-Paul II, avec toujours ces mêmes mots que l'on retrouve, qui rappellent finalement le discours de l'Église. Mais il y a aussi dans ces mots qui rappellent la valeur de la vie, qui rappellent que toute vie doit être respectée dès la conception, et que l'avortement, comme on le disait auparavant, c'est un acte grave. On retrouve aussi toutes les paroles de miséricorde de Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, le citait, et le pape François, je reviens sur les paroles qu'il prononçait la semaine dernière dans l'avion, disait également, après cet échec, il y a aussi la miséricorde, mais une miséricorde difficile, car le problème n'est pas de pardonner, mais d'accompagner une femme qui a pris conscience d'avoir avorté. Ce sont des drames terribles, il faut être au confessionnal et là offrir consolation. Fin de citation. À titre personnel, j'aime beaucoup ce mot consolation. Mot consolation qui vient du latin et qui signifie rendre entier. Quelque part, réparer le cœur brisé, remettre debout. Je crois que c'est un beau ministère que celui de rendre entier, de remettre debout. Je parle de ministère, mais nous le partageons tous d'une manière ou d'une autre. Remettre debout des femmes, des hommes dans d'autres circonstances, bien sûr, qui ont besoin de recevoir des consolations. La consolation, c'est ce qui nous redonne goût à la vie. Ces gestes, ces mots, qui nous permettent de continuer à vivre. La plus belle question que nous pouvons leur poser, c'est de quoi avez-vous besoin? Ou que puis-je faire pour vous? Là, nous trouvons aussi, je crois profondément, ce Dieu qui console nos peines, qui écoute dans le silence du cœur, qui est présent par amour, tout simplement. Que pouvons-nous faire pour vous? Ou dit autrement, qu'attend
encore la vie de vous. Ce qui me semble important, oui, c'est au regard de ce que l'on peut dire sur le sujet, qu'il importe que chacun de nous puissions être témoins de sens. En cela, je veux dire qu'il est essentiel que nous aidions les femmes rencontrées, mais au-delà, des compagnons, des époux, peut-être même parfois des familles, à voir au-delà de cet événement douloureux, de voir un sens. Alors, j'avoue que j'aime beaucoup la pensée d'un psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl. Je ne sais pas si ce personnage vous dit quelque chose. Je l'ai un peu découvert par hasard pendant le Covid, mais c'est très intéressant, parce que du coup, m'a permis de lire après un certain nombre de ses ouvrages. Mais la question du sens qu'il a traité rappelle que c'est par la parole, justement, parole de l'autre, provoquer la parole, que l'on peut retrouver du sens dans son histoire. Et dans les rencontres que je peux faire, m'en inspire, en tout cas de Viktor Frankl, ben j'essaie justement d'aider l'autre à parler et à dire ce qui lui est arrivé, et à travers ces paroles de trouver un certain sens à son existence. Remettre du sens, finalement, c'est une démarche spirituelle. Dire qu'est-ce qui, dans ma vie, après un événement douloureux, qu'est-ce qui permet encore d'avancer, qu'est-ce qui me donne le souffle nécessaire pour avancer. Quelque part, c'est réencenser la vie, remettre du sens dans la vie. L'encens, on le sait bien, c'est parfumer, purifier une pièce, un lieu, c'est honorer une personne, c'est une bonne odeur. Mais quelque part, là, il y a du pourquoi. Non pas le pourquoi en un mot, mais en deux mots. Pourquoi, en vue de quoi. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce que la vie attend encore de vous? Alors, c'est cette démarche-là que j'essaie de mettre en œuvre, parce que quelque part, choisir la vie, et aider à choisir la vie, même dans ce contexte où il y a eu la mort aussi, c'est témoigner, quelque part, je crois, de l'amour que la vie porte et supporte. J'appelle cela aussi la charité soignante. Une charité qui soigne. La charité, c'est ce qui a du prix, ce qui m'est cher, personne qui m'est cher. La charité qui soigne, c'est le rappel que toute vie a du prix, une dignité, que je suis aussi responsable de la vie de l'autre et que la personne qui a vécu quelque chose de complexe dans sa vie doit aussi se retrouver cette responsabilité-là, ce qu'elle est fondamentalement. Et cette éthique-là, je lui donne un nom, c'est l'éthique de la main tendue. Permettre à l'autre de comprendre qu'une main se tend vers elle pour l'accompagner. Il faut du temps parfois pour accompagner, ça a été rappelé également. Mais la main tendue, cet accompagnement, c'est aussi le signe qu'il y a un lien, qu'on n'abandonne pas. Et face à des situations complexes rencontrées, notamment l'IVG, comme d'autres parfois, c'est comprendre que l'un des principes éthiques, c'est de ne pas abandonner l'autre, de ne pas être indifférent à la situation qui est la sienne. Et c'est en tout cas ce que j'essaye d'appliquer, non pas dans une forme de condamnation. Un choix a été posé, je respecte aussi le choix de chacun, parler de liberté. Il y a une volonté, je crois, d'aider à éclairer les consciences, mais en accompagnant au rythme de la personne, en sachant que derrière, c'est toujours la vie qui doit être honorée. Merci à vous. Merci. Alors, deux phases. Je propose, dans un premier temps, qu'il y ait des jolis petits papiers blancs qui se promènent, que vous puissiez en saisir un et avec un stylo pouvoir écrire une remarque, une question. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez écrire quelque chose. Si vous souhaitez adresser une question en particulier à un des intervenants, vous mettez simplement son nom. Hein, voilà. Vous les connaissez plus? Donc voilà, le docteur Jacques Berger, Chantal Marin, Priti, voilà, et puis donc le père Sébastien. Voilà, donc si vous voulez adresser une question en particulier à un des intervenants. Si c'est une question plus générale, ben voilà, laissez-la anonyme, et puis donc on va essayer de regrouper un peu celle-ci pour voilà, avoir des questions concises à poser. Voilà, peut-être à tous. Et pendant que vous faites cela, vous pouvez garder une oreille ouverte, parce que je vais vous proposer peut-être
aux intervenants de réagir à ce qu'ils ont entendu des autres. Il y a peut-être une parole que vous retenez de l'un ou l'autre, il y a peut-être une question que vous avez envie de poser à l'un ou l'autre, pendant que nos auditeurs voilà, travaillent de leur côté. Je voudrais vous remercier parce que, à travers ce que vous avez dit, ça m'encourage pour les entretiens sur remettre du sens dans la vie, c'est spirituel. Et voilà, merci. Lisez Victor Frankl si vous souhaitez. Mais c'est vrai que c'est. Je pense qu'aujourd'hui, la question du sens, c'est une question importante. Sans doute qu'elle a traversé les âges, évidemment, mais peut-être aujourd'hui plus qu'à d'autres époques. C'est une question éminemment spirituelle. Alors, spirituelle, pas forcément dans le sens religieux, hein, dans un premier temps, bien sûr. Il peut y avoir, bien sûr, le religieux, et je crois bien le religieux dans le spirituel, mais la question spirituelle, c'est qu'est-ce qui donne du souffle dans mon existence. Et quand les dents sont parfois contraires, par rapport à des situations que l'on peut rencontrer, qu'est-ce qui peut me permettre d'avancer à nouveau, avoir confiance, et quels sont les voiles que je déploie pour que quelqu'un m'aide à déployer pour que le navire avance malgré la tempête présente. Je vais dire la même chose, je vous remercie. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est une dégradation, j'allais dire, psychologique de l'ensemble de la société qui fait qu'on voit beaucoup d'indifférence. Et bon, vous avez présenté ça d'une manière un peu idyllique, mais moi, dans ma pratique, si vous voulez, je m'aperçois que je me suis aperçu en 40 ans d'exercice que beaucoup de femmes se sentaient soulagées pour l'IVG. C'est difficile à dire, difficile à entendre, mais il y en a beaucoup qui se sentaient soulagées. Et à l'opposé, j'en ai vu qui vivaient des drames absolus, jusqu'au suicide. Donc vous voyez, il y a tout. Mais ce que je remarque, c'est que quand même, cette société devient de plus en plus indifférente, non seulement par rapport aux autres, mais par à elle-même. Je pense que vous en pensez. Comme je faisais référence aussi aux rencontres que je peux vivre dans le milieu hospitalier, lorsqu'on fait appel à moi, c'est pas forcément pour dire que la personne est soulagée de ce qu'elle a vécu. En général, quand on demande la présence du prêtre, c'est que derrière, il y a un certain nombre de questions qui se posent avant ou après l'acte d'interruption volontaire de grossesse. C'est pas pour me dire que tout s'est bien passé, que le choix que j'ai posé est un choix que je ne regrette pas, et voilà. Donc, évidemment, que j'imagine bien qu'il y a des personnes, des femmes qui sont soulagées, mais cela dit, moi je m'appuie surtout à partir des rencontres qui sont les miennes, et que derrière, c'est question d'être présent. Vous savez, quand on est dans une aumônerie d'hôpital, je ne sais pas si d'autres personnes présentes, visiblement oui, mais une des premières questions que l'on pose dans nos rencontres, c'est celle-là: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et qu'attendez-vous de moi? Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on avance souvent la rencontre, et donc on se laisse guider aussi par ce que l'autre me dit de sa souffrance. Et je crois que c'est ça ce qui est important, et c'est au cœur de ce dialogue, quand la parole se libère, que à ce moment-là, souvent, la question du sens jaillit d'une manière ou d'une autre, et que, à notre niveau, ce que l'on peut dire à ce moment-là, c'est d'accompagner. J'essaie d'accompagner. Il faut parfois du temps, hein, tout ne se fait pas en 5 minutes, mais c'est important en tout cas d'être là. Voilà, et de se donner les moyens dont on dispose pour que l'autre puisse dire quelque chose de son-même.
Alors déjà, il y a un merci pour les interventions, pour la richesse de ce qui a été donné, et puis la qualité des témoignages. Voilà. Alors, il y a deux questions qui ressortent un peu. Une première question, c'est, non pas où sont les femmes, comme disait la chanson, mais où sont les hommes? Parce que, bien, a priori, puisqu'il y a eu conception, au départ, ils étaient deux. Et visiblement, il y a quand même voilà, quelque chose qui fait que les femmes se trouvent confrontées principalement à cette question. Ça semble logique. Et en même temps, ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant, docteur Merger, sur l'aspect individualiste quelque part. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous percevez, je laisse réponse à qui veut répondre, un peu la place des hommes, à la fois des hommes peut-être démissionnaires face à la question, et aussi peut-être quelquefois des hommes en colère par rapport à la décision de leur conjointe sur cet enfant qui est aussi le leur. N'hésitez pas à parler plus fort. Bon, je trouve que la question est tout à fait pertinente et elle recoupe d'ailleurs beaucoup le vécu des médecins. Les hommes ne sont pas pris en considération de manière générale. Mais c'est pour une raison très simple, c'est que l'IVG, elle concerne le corps de la femme. Et quand on parle de liberté, on parle de la liberté de la femme par rapport à son corps. C'est pour ça qu'on n'adoppe pas trop le problème des hommes. Mais alors là, je vais faire un peu de science-fiction. Vous savez que les Chinois, les scientifiques chinois travaillent beaucoup sur les incubateurs d'ovocytes et d'embryons. C'est-à-dire qu'ils préparent des incubateurs artificiels permettant la fécondation en dehors de l'acte humain. Donc bientôt, on verra apparaître des enfants qui naîtront dans des incubateurs. Et là, pour ça que j'y ai pensé, on pourra se poser la question du père, car je ne vois pas en quoi à ce moment-là il aura moins de pouvoir que la mère. La mère, l'homme et la femme. Enfin, c'est encore de la science-fiction, mais c'est vraiment un travail scientifique qui existe. Hein. C'est pas parce que c'est juste une imagination. En ce qui concerne la place des hommes, j'ai des patients qui viennent souvent en couple. Contrairement à ce que je peux croire, la première fois où je vois les patients, elles sont en couple. Et souvent, après, ce qui ressort, c'est une décision qui a été prise à lui. Alors, effectivement, il n'y a pas trop la place des hommes. C'est vrai que quand je les revois après en visite de contrôle, je ne vois pas le conjoint. Mais ça marche aussi pour les suivis de grossesse en général. Hein, je veux dire, pour les suivis de grossesse ou les consultations mensuelles, pour faire les consultations par le docteur Merger, mais c'est pas souvent qu'il est papa tous les mois. Voilà. Parce que déjà, les mamans, ils doivent prendre un jour de congé pour venir en consultation. Donc voilà, mais je veux dire, c'est pas propre à l'IVG qu'on n'ait pas beaucoup de fois les conjoints en consultation. Voilà, on les voit souvent pour les échographies sur l'instant. Mais mensuellement, déjà, c'est pas. Juste, il y a quand même une évolution concernant les hommes. C'est précisément ce que vient d'évoquer Préti. Parlez vraiment plus fort, parce que même dans la salle. C'est bien en face. C'est l'échographie. Parce que moi qui pratique l'échographie depuis 1978, j'ai passé ce diplôme, je peux vous dire que j'ai vu la transformation dans la relation de trois personnages, la mère, le père et l'enfant. C'est absolument phénoménal. Et les papas sont tellement heureux de venir voir leur bébé dans le ventre de leur femme, c'est magique. Donc, je crois que l'évolution de la société va quand même vers plus de liens de l'homme vers la grossesse. Et que, bien sûr, ils ne viennent pas, comme moi je parlais de l'homme venir quand il y a des IVG,
pour les grossesses, ils viennent vraiment de plus en plus régulièrement et de plus en plus grand nombre. Merci. Alors, il y a d'autres questions. Donc, il y a une question qui concerne. Alors, j'essaie de synthétiser un peu l'ensemble. D'abord, il y a une question, quelquefois, une phrase qu'on entend. Hein, l'interruption volontaire de grossesse comme moyen de contraception, peut-être pour certaines femmes, bon, qui va à l'inverse de ce qui a été relevé à plusieurs reprises, la question du drame, de ce que ça, poids que cela fait peser sur les personnes. Mais bon, voilà, ça reste une question que je vous pose, notamment dans le cadre plus global de la question de l'éducation sexuelle, de l'éducation relationnelle et affective, qui peut-être est un gros déficit qui provoque aussi hein, cet important recours, puisqu'on parlait au départ dans la loi Veil d'une exception, quelque chose qui était assez exception, mais qui a en fait, si je compte bien, un enfant conçu sur 4, voilà, termine sa vie par un IVG. 220 000 par an. Oui. Pour. C'est ça fait à peu près. Le nombre d'IVG est à peu près un tiers du nombre de naissances. Alors, donc, deux questions. Donc, c'était cette question de moyen de contraception, mais un peu anecdotique, pour cette question plus large, autour de la question de y a-t-il des solutions, des moyens pour, si on souhaite faire baisser ce nombre d'interruptions volontaires de grossesse, peut-être un travail de prévention, d'éducation en amont. Mais est-ce que c'est une bonne... Je veux dire quelque chose là, dans tous les documents, absolument tous les documents sur la contraception, on vous parle de l'IVG. Tous les documents, quelles que soient les personnes qui les fassent, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit le planning familial, dans tous les documents, on vous parle de l'IVG. Nous n'avons pas les mêmes références. Je pourrais vous donner les adresses et les brochures après, mais pas tous. Donc, effectivement, moi, dans les entretiens que je mène, j'ai jamais perçu ou entendu l'IVG comme moyen de contraception. Mais par contre, oui, je veux bien dire quelques mots de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, puisque notre équipe Claire, c'est surtout sa mission principale. Et là, je crois que c'est vraiment important, mais bien qu'il y ait eu un texte en février 2003, il n'est toujours pas appliqué autour de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, et c'est l'Arlésienne. Et le professeur Lison régulièrement relance le débat. Mais effectivement, le Canada, par exemple, qui est bien plus en avance que nous, c'est prouvé que plus il y a de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, plus ça retarde l'entrée dans la vie sexuelle chez les jeunes. On sait aussi que les premières relations sexuelles précoces sont surtout chez des jeunes qui ont une mauvaise estime d'eux. On sait que c'est corrélé à une mauvaise estime de soi, les premières relations sexuelles précoces. Donc effectivement, il y a un travail extrêmement important en éducation affective et sexuelle, mais les ressources humaines sont très compliquées, ça ne se bouscule pas au portillon, des adultes prêts à aller rencontrer des jeunes autour des questions de sexualité. Et là, effectivement, on en appelle aux volontaires parce que ça demande une formation et c'est pas rien, mais on a la chance d'avoir Armel Panquin et Céline Deschaux qui viennent de se former et qui ont rejoint notre équipe. Mais voilà, notre équipe va avoir besoin de s'étoffer parce que c'est quelque chose d'essentiel, effectivement. Et que les écoles ouvrent les portes. Et que les écoles ouvrent les portes.
Et on sait que les établissements privés sont sans doute en avance sur le public dans ce domaine. Et que ce n'est pas qu'une histoire de SVT, on est bien d'accord. Alors, une question aussi, c'était une personne qu'on n'a pas évoquée du tout, très peu, c'est l'enfant. Et je ne sais pas comment est-ce que vous gérez ça, vous en tant que personne qui accompagne les parents, comment est-ce que cette personne existe dans ce que vous proposez comme accompagnement? Moi, c'est à travers l'écoute, à travers les mots qui sont apportés par la femme, par la jeune fille, ou parfois c'est nommé comme ça, la mère cellule, mais parfois c'est le bébé qui est nommé. Et avec cette culpabilité, cette douleur de tuer un bébé, et parfois j'invite la jeune femme à parler. Si vous pouviez lui parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Mais ça, c'est à chaque fois en fonction de ce que la personne dit, de comment elle nomme. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense que c'est toute la difficulté du rapport entre le médecin et la femme. C'est-à-dire qu'il faut écouter, c'est une évidence, il faut une bienveillance absolue, c'est une évidence, mais il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que ici, on peut créer aussi, sans le vouloir, une culpabilité. Et là, c'est très très difficile, on est sur un fil. Je pense que ce qui est vraiment le plus important, c'est l'écoute et attendre ce que la femme dit et veut bien nous dire, en lui montrant qu'on la comprend, que connaît son, entre guillemets, son ami, entre guillemets, et qu'on n'est pas du tout là pour la juger, la critiquer, et que c'est elle qui, en dernier recours, de toute façon, à la décision. Oui, je voudrais aussi parler de cette femme paroissienne qui a choisi, qui a dû, dans la souffrance, choisir l'IVG. Évidemment, c'était extrêmement douloureux, mais les dimanches suivants, à une messe dominicale, j'étais heureuse d'y être, il y avait comme intention de messe pour un bébé qui ne naîtra pas. Et j'étais heureuse d'être à cette assemblée et que cette femme, ce couple, ait pu faire ce chemin de pardon, de réconciliation, voilà, un chemin vers la vie, malgré l'IVG. Ça rejoint ce que je disais avant, c'est que moi je n'aborde pas ce sujet, à moins que la femme n'aborde par elle-même. C'est-à-dire que c'est elle qui donne l'orientation de la discussion et de la parole. Et quand c'est le cas, évidemment que essayer de cheminer ensemble sur ce que c'est la représentation de cet enfant qui est né, de ce que c'est que dans sa vie de femme, peut-être de couple, quand il y a parfois un couple, c'est pas toujours le cas. Et la question de la mémoire peut surgir. Ce que c'est que la mémoire après, faire mémoire de cet enfant-là. Alors c'est intéressant ce que vous dites, évidemment sur célébration, l'intention de messe pour ce bébé qui n'est pas né. Et ça rejoint cette question de la mémoire qui, parfois, alors je ne revois plus les femmes quittent l'hôpital, je ne les revois plus, donc je ne sais pas ce qui se passe par la suite, mais cette question de la mémoire est assez intéressante parce que disons, ça peut mettre aussi, ça peut aider l'intéressé à suivre le chemin qui est le sien,
en actant ce qui a été fait et à la fois en gardant dans sa vie cet enfant qui n'est pas là. Et voilà. Je vais vous donner un témoignage triste que j'ai vu pas plus tard qu'hier matin, ce matin. C'est une patiente que j'avais vue et chez qui on avait diagnostiqué très vite, heureusement, un diagnostic de trisomie. Et cette patiente, qui est une patiente que je connais bien, a pris la décision de garder son enfant. Et donc, je ne l'ai pas revu dessus parce que c'est un trisomie qu'elle préfère se faire suivre à Dijon. Et donc, je l'ai revu ce matin. Et là, elle m'a appris quelque chose qui était horrible. Et elle m'a dit, mais vous savez pas, j'ai avorté. Alors j'étais très surpris, je lui ai dit, mais bon, vous avez avorté, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, ben voilà, quand on m'a fait une autre échographie, mon bébé avait une tétralogie de Fallot, et donc il n'était pas viable. Donc j'étais obligé d'avorter. Pour vous montrer que c'est difficile pour les médecins aussi, d'entendre des choses pareilles. Ça touche la sensibilité, c'est très dur. Juste un petit mot, moi qui fais des échographies, forcément, ces embryons, je les vois. Les patientes, pas forcément, elles ne veulent pas forcément regarder. Il y en a qui veulent, voilà. Chose que je ne fais jamais, c'est que je n'oblige pas à regarder. Mais c'est vrai qu'en tant que soignant, c'est très difficile aussi de se dire que là, il y a une vie sur l'écran. Voilà. Et après, nous tous, c'est d'accompagner les patientes, comme tu disais, c'est à elles de mettre un mot sur ce qu'elles ressentent, l'image qu'elles veulent garder, tout ça. Mais j'avoue que c'est pas facile tous les jours en tant que soignante. Voilà. Monsieur, je suis d'accord. Moi, je trouve que l'échographie, précisément, elle donne vie par les mouvements actifs et tous les bébés qui bougent. Je trouve qu'elle donne. Ah oui, non, mais moi, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je m'oblige à ce qu'elle ne regarde pas les bébés. Je ne veux pas qu'elle soit laissée par ça. Oui, mais je leur fais la chose. Je tourne l'écran et discrètement, et puis c'est tout, je fais mon travail. Je leur donne la datation, puis après on discute, mais je ne veux pas qu'elle soit marquée par la vision de l'embryon. Voilà. Mais chacun. Alors justement, pour continuer un peu dans cette veine, dans cette question, comment est-ce que vous, en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice, praticien, praticienne, vous êtes vous-même soutenu et accompagné dans la durée, pour ne pas être non plus dans cette souffrance et éventuellement cette culpabilité qui peut surgir? Il y a des jours, c'est très compliqué, je fais du sport. Accompagner en tant que soignante, surtout en cabinet en libéral, moi je suis toute seule. Je n'ai pas de collègues à qui parler. Mais c'est vrai que ça m'arrive quand je vais voir mes collègues à l'hôpital ou mes autres collègues en libéral, on arrive à échanger. Alors, l'UPG en ville, il n'y a pas beaucoup de praticiens à le faire en ville. Donc, c'est vrai que là-dessus, en tant que soignant, je suis un peu toute seule. Voilà. Après, j'arrive à évacuer, je prie, ça m'aide. J'arrive à essayer de relativiser les choses. C'est pas tous les jours facile parce qu'entendre les histoires des gens qui sont pas forcément faciles, on est quand même dans une situation d'empathie. On essaie de comprendre leur détresse, on essaie de comprendre leurs décisions sans les juger, et essayer d'accepter leur choix, même si c'est bon, des fois on n'est pas d'accord avec ce qu'on veut faire, mais c'est pas tous les jours facile. Donc c'est vrai que moi j'arrive à en parler mais sans rentrer dans les détails médicaux. Mais oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose. On pense assez facilement aussi. Hein. C'est vrai que je ne vais pas rentrer voir une copine et lui dire t'as vu, j'ai vu un tel, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'après, je ne sais pas en tant que vous, soignant, comment vous vivez les choses, mais
c'est vrai que moi je suis doucement, je reste, je regarde un film et puis j'essaie de passer à autre chose. Voilà. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'avais un professeur qui était psychiatre qui disait, je suis d'accord avec lui, mais il disait, vous savez, vous regardez l'être humain comme vous regardez une radiographie. C'est absolument horrible. Qu'est-ce qu'il disait? Moi, on est tous différents, on a chacun sa personnalité, sa sensibilité, mais moi, c'est des choses qui restent dans ma mémoire. La plupart des IVG, je les ai en ma mémoire. Je sais pas, c'est comme ça, c'est chez moi, c'est comme ça. En tant que conseillère conjugale et familiale, voilà, on est invité à avoir une supervision. Donc il peut être une supervision individuelle, une supervision en équipe, une supervision des fois avec d'autres collègues CCF au sein du clerc. Et ça, enfin, bon, c'est important. C'est bien un devoir de conseillère conjugale et familiale. J'aurais rajouter une petite chose quand même, quand on parle de mémoire, c'est qu'il y a quand même une grande évolution dans la pratique des IVG, dans la mesure où maintenant, de plus en plus, je ne dis pas que c'est la majorité, mais je crois que ça doit être loin de la majorité, les IVG se font par voie médicamenteuse. Donc c'est pas du tout le même impact émotif. Je veux dire, quand l'embryon n'est même pas encore visible et qu'on donne 3 comprimés et que ça provoque des règles. Je ne dis pas que c'est bien, hein, c'est pas ça. Mais ça n'a pas tout à fait... c'est pas du tout pareil que lorsqu'on fait une IVG à 14 semaines, où vous avez devant votre écran un embryon qui bouge bien avec sa petite tête, ses petites mains, ses petits pieds, et qui nage dans son liquide amniotique. C'est pas du tout le même impact émotionnel que quand on a donné 3 comprimés pour avorter. Donc il faut bien souligner aussi que c'est peut-être ça qui amène de plus en plus de femmes à pratiquer des IVG. Enfin, il n'y en a peut-être pas, je ne connais pas les chiffres, mais c'est plus facile d'aller à l'IVG quand vous prenez 3 comprimés, point de le faire endormir et aspirer. C'est pas du tout pareil. Alors, et pour le médecin, voilà, c'est là où chacun est différent, mais moi, voir à travers une canule broyer un embryon, ça, je ne peux pas. C'est possible. Voilà. Au niveau des chiffres, bon, moi je ne retiens pas les chiffres, mais j'ai lu aujourd'hui même que les chiffres étaient stables, voire baissés au niveau des attributions de Oui, je parlais du rapport comprimé et oui, j'ai regardé un peu les données, c'est pas d'évolution récente. Enfin, il y a eu des changements il y a quelques années de rapport entre les deux, hein, clairement du côté des médicaments, et avec notamment les changements de délai qui ont été offerts. Une dernière question peut-être, qui s'adresse un peu à celles et ceux qui voudraient répondre. Je ne sais pas si je prends le micro ou pas, peut-être, allez, hop, prenons le micro. Donc c'est une question de, la plupart d'entre vous sont déclarés chrétiens, croyants, pratiquants. À votre avis, comment l'Église peut-elle contribuer à faire avancer cette question dans le sens qu'elle souhaite, c'est-à-dire une baisse de ce nombre d'interruptions volontaires de grossesse? Quelles pourraient être les pistes, à votre avis, pour aider la société dans ce domaine en particulier? Il n'y a sans doute pas de solution miracle, mais peut-être avez-vous quelques pistes à nous proposer, notamment de réflexion. Merci. Comment l'Église peut aider? Moi, je crois que le discours de l'Église, on le connaît, et je ne cesse de le répéter. Après, je crois que le rôle de l'Église, c'est d'éclairer les consciences, d'être présente dans les lieux de société pour justement appeler à prendre conscience de la valeur de la vie. Alors,
on parle de l'IVG, mais au fond, la question du rapport que l'on a à la vie dépasse largement le strict cadre de l'IVG, parce que c'est finalement du début jusqu'à la fin de la vie, dans des situations qui sont très différentes les unes des autres. C'est quel regard on porte sur soi, sur la communauté que nous formons. Et oui, là, cette parole de l'Église, moi j'attends l'Église justement dans ces lieux, aussi divers soient-ils, au-delà des frontières de nos églises bâtiments, bien entendu, dans la société, pour que voilà, ce qu'est la vie puisse être annoncé le mieux possible, sans, je ne crois pas à la confrontation, en tout cas c'est pas ma philosophie, mais c'est plus être présent dans ces lieux et témoigner dans ces lieux. Voilà. C'est pour moi, je crois, le rôle de l'Église, c'est à travers les divers engagements qui sont les miens que j'essaye de porter cette parole-là, mais pas toujours facile, bien entendu, mais voilà, être présent, tout simplement. Oui, je suis d'accord. Moi, je comprends pour Régine Palette. Mais je voulais dire quand même qu'il faut quand même rappeler aussi la famille. Parce qu'actuellement, on est dans une société qui est de plus en plus collectiviste, de plus en plus individualiste. Mais collectiviste, je dis dans le sens où on ne s'intéresse plus vraiment à la personne. Et je pense que la famille doit avoir le courage aussi de rappeler les valeurs fondamentales, la morale tout simplement. Et dans cette morale, évidemment, il y a le problème de la sexualité. Parce que si la sexualité est de plus en plus précoce, moi je suis effrayé de voir des petites jeunes filles de 12 ans qui font déjà l'amour, et je pense quand même qu'il y a une responsabilité de la société en général qui dégrade tous les corps, les publicités, tout ce que vous connaissez mieux que moi. Et je pense que là, il y a des efforts à faire qui sont des efforts de tous pour essayer d'être beaucoup plus sain, mais au sens sain dans ses réflexions et dans l'utilisation de son corps. Moi, je vais redire ce que j'ai déjà dit autour de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et là, excusez-moi, mais je vais en profiter pour faire un petit coup de pub là. Céline Deschaux va animer à Saint-Dizier le 12 octobre un atelier mère-fille. On relance ça sur Saint-Dizier. Armelle l'a fait sur l'Ancre, Armelle Paquin. Et c'est aussi à travers ce qui se passe au sein de la famille, comment la sexualité est parlée au sein de la famille. Et donc cet atelier mère-fille, pour les filles de 10 à 13 ans, voilà, ce sont aussi des outils dont les gens, dont les familles peuvent se saisir, parce que il y a des familles où la sexualité est parlée, il y a des familles où c'est un sujet tabou, il y a des familles où c'est parlé de façon salace, et ça fait plus de dégâts que de ne pas parler. Enfin, voilà, c'est comment aider, accompagner les parents à mettre des mots justes qui correspondent à leurs valeurs aussi sur la sexualité. Et là, c'est aussi la préparation à la vie de couple. Et là, mais il y a un champ immense. Voilà, nous arrivons au terme en fait de l'heure et demie que nous nous étions accordés pour cette table ronde. Je vous remercie d'abord d'y avoir assisté, que ce soit directement ici à Chaumont ou indirectement à Langres et à Saint-Dizier. Je remercie bien sûr nos 4. L'on voit bien que le sujet est un sujet
très grave parce qu'il concerne la personne humaine dans toutes ses dimensions, y compris dans sa détresse et sa fragilité. Peut-être qu'on aurait pu évoquer dans ce que l'Église peut apporter des initiatives privées d'associations qui sont à l'écoute des femmes en détresse et qui contribuent encore finalement à l'action que vous évoquiez tout à l'heure dans l'accompagnement. Et là, je crois qu'il est précieux pour nous que nous puissions réfléchir aussi à un accompagnement dans le suivi. L'année dernière, nous avions, dans cette même salle, eu l'intervention d'un prêtre de Lyon qui s'est intéressé à l'accompagnement spirituel de femmes ayant vécu une interruption volontaire de grossesse. Et parce que ce qui a été dit dès le début, c'est que cet acte n'est jamais un acte banal, et que même s'il est banalisé au moment où il est réalisé, en fait, il garde un impact très profond dans la personne qui l'a vécu, et ça ressort effectivement, ce que vous disiez, Père Sébastien, ça ressort 20 ans, 40 ans, ou à l'extrême limite, et j'avoue avoir été moi aussi témoin de telles confidences in extremis. Voilà. Donc merci. L'on pourra comprendre que l'Église veut promouvoir la vie de toutes les personnes qui sont concernées par la vie, c'est-à-dire, en l'occurrence, bien sûr, des femmes, mais aussi de la famille dont elles font partie, qui les entoure, aussi de l'enfant à naître, hein, voilà. Et que c'est un défi que de vouloir rappeler sans cesse le caractère précieux de la vie. Voilà. Je vais terminer mon homélie, hein, voilà. En vous remerciant encore, et en remerciant particulièrement le Père Sébastien qui a fait quand même 2 heures de route aller et 2 heures de retour, donc pour une conférence. Merci et bonne soirée.